Merci d'être présent. Merci à nos trois intervenants, dont certains viennent de loin, du midi de la France notamment. Alors, la présentation, il y a quelques diapos que je vais vous passer. Donc, tout d'abord, Frédéric Ferrand, qui est professeur agrégé de droit privé, qui a travaillé beaucoup sur le droit comparé, notamment, mais je n'irai pas plus loin parce que sinon on y passerait l'après-midi. Philippe Charvel, donc, qui lui est le non-juriste de la soirée, puisqu'il a été gestionnaire commercial, mais qui a eu de très hautes responsabilités au sein de la Grande Loge de France, notamment en tant que grand orateur et grand maître, et donc a une expérience particulière par rapport à son engagement maçonnique. Et puis Mathieu aussi, qui est avocat. Alors, avocat plutôt dans le domaine, dans le domaine commercial, c'est ça je dis pas de bêtises, hein. Donc, nos trois intervenants qui ont un petit peu travaillé le sujet, mais chacun avec une optique, je pense, un petit peu particulière et différente. Je vous repasse juste le thème de cet après-midi. Donc, justice et éthique maçonnique. Alors, justice et éthique maçonnique, ça peut paraître très vaste. Qu'est-ce qu'on appelle justice? Qu'est-ce qu'on appelle éthique maçonnique? Alors, on a choisi, parce qu'il y a deux acceptions de la justice, la vertu philosophique, qu'est-ce que c'est qu'être juste, et puis l'institution judiciaire et les acteurs, avocats, magistrats, greffiers, etc. On a choisi plutôt cette approche par rapport à l'institution judiciaire, ce qui n'exclut pas des petits ponts avec la vertu de justice. Éthique maçonnique, c'est un peu compliqué aussi. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Alors, de toute façon, l'éthique, c'est ni de la morale, ni du droit. Ce sont des comportements concrets dans des situations où on prend des décisions en fonction de principes. Tout à l'heure, il y avait un débat sur principe-valeur. Prenons le terme principe. Donc, à partir de principes, et les principes maçonniques tournent autour, mais ça, vous l'avez déjà entendu, puisque si vous êtes là depuis le début de l'après-midi, c'est autour des valeurs humanistes. Alors, j'ai pris le principe de valeur, j'ai pris le terme valeur, des principes humanistes qui sont, alors, on pourrait les décliner d'une manière extrêmement importante, mais qui sont effectivement l'égalité absolue des êtres humains en dignité, l'idée que l'être humain est perfectible, c'est très rousseauiste, Jean-Jacques Rousseau l'avait un petit peu mis en évidence, et puis la fraternité qui fait que ce qui est commun aux êtres humains est plus important que ce qui les sépare. Et voilà donc un petit peu un bout de définition. J'en termine. Avant de passer la parole, je vous donne les règles du jeu qui sont à peu près les mêmes que celles des autres tables rondes. Intervention de chaque intervenant 5-6 minutes. Ensuite, ils pourront rebondir sur leurs interventions, les compléter. Et puis, nous aurons bien sûr un temps assez long aux échanges et aux questions-réponses. Alors, je serai celui qui sera le gardien du temps. Donc, je me permettrai de temps en temps de rappeler, mais bon, les choses, je pense, vont très bien se passer. Donc, je laisse la parole tout de suite à Philippe qui s'est proposé, qui a un micro, qui s'est proposé pour démarrer. Philippe, tu as la parole. Mais tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Vous dire, comme cela vient d'être fait, que je ne suis juriste en rien et que je suis devenu grand orateur de la Grande Loge de France en 1998, par 5 mandats différents d'un an, non pas par le fait du hasard, mais peut-être à partir d'un propos qui était plus à même de parler de l'approche humaine que de voir les hommes entre eux et les francs-maçons entre eux, qu'une approche juridique pure que je ne connaissais pas et qui ne m'appartenait pas. Alors, la première chose que j'ai découvert assez rapidement, puisque même là-dedans j'étais totalement novice, c'est que la justice de la République et la justice maçonnique, qu'on devrait d'ailleurs appeler commission disciplinaire et non pas justice, pour être plus puriste, fonctionnaient avec des leviers totalement différents. La justice de la République, en un mot, c'est la justice de la faute. On doit être égaux en droit, et face à des délits, des dérapages, on est passible des mêmes sanctions, qui que l'on soit. Ça, c'est une première chose. La justice maçonnique ne fonctionnait pas du tout selon cette logique. Et je me rendais compte tout simplement que des maçons, puisque la Grande Loge de France est une obédience, c'est éditeur monogenre, donc purement masculine, des maçons qui avaient commis des délits qui avaient été condamnés par la justice de la République étaient complètement absous devant les instances
de justice maçonnique, en première instance la loge et puis en instance finale ce que nous appelons la Grande Loge de France, le jury fraternel qui est national, et puis inversement, des francs-maçons qui se voyaient non condamnés, je n'aime pas dire blanchis, mais non condamnés par la justice de la République, par les tribunaux de la République, se voyaient radiés de l'obédience lorsque nous concernions le cas sans qu'il y ait d'éléments nouveaux. Alors, je vais prendre 2 exemples pour illustrer mon propos, afin que vous puissiez bien comprendre comment ces 2 institutions fonctionnaient de façon très différente. Alors, on prend l'exemple d'un artisan, plombier, maçon, menuisier, peu importe, qui est un très très bon artisan, qui gère très très mal ses affaires, qui gère notamment mal toutes ses obligations administratives qui lui appartiennent, et qui va se voir rappeler à l'ordre parce que dans des délais, dans les choses, il n'a pas fait le nécessaire. Il peut, in fine, si les choses se reproduisent de nombreuses fois, être condamné par la justice de la République, passant obligatoirement devant les instances maçonniques de justice, parce qu'on est obligé de considérer le cas dès qu'une condamnation a été prononcée. On va essayer de voir s'il a fauté au niveau de l'éthique. On sait qu'il n'a pas été très très bon pour gérer ses affaires. On voit effectivement qu'il n'a pas respecté toutes ses obligations par rapport aux institutions et à l'administration, mais quelque part, il est resté un bon maçon, fraternel, etc., qui est conforme à son engagement d'homme de bonté, d'homme de fraternité. Et on va absolument ne lui prononcer aucune sanction. Voilà, ça c'est le premier cas. Donc on va être beaucoup plus apparemment laxiste que les tribunaux de la République. Deuxième cas, à l'inverse. Ce qu'on va appeler, j'aime pas tellement le mot, mais c'est pour illustrer mon propos, c'est un peu caricatural certes, ce qu'on va appeler parfois des délinquants au col blanc, des gens qui sont dans l'eau de finance, qui vont faire du placement financier. Et il y a eu des personnes, des frères chez nous, qui ont joué de la chose abondamment et parfois de façon pas très honnête. Donc évidemment, plainte déposée, les tribunaux de la République avaient à se prononcer, mais parfois l'avocat était talentueux et trouvait le petit vice de forme dans la procédure qui faisait qu'il n'y avait pas de sanction prononcée par les tribunaux de la République, alors que les faits étaient avérés. Passant devant les instances de justice maçonnique, on estimait qu'il avait complètement failli à l'éthique maçonnique et il était radié de l'obédience, tout simplement, prenant même le risque d'ailleurs d'être réattaqué par lui-même parce qu'on n'avait pas suivi exactement ce que les tribunaux avaient décidé. C'était même pas compris parfois des frères des loges en question qui disaient « mais comment vous pouvez vous positionner plus sévèrement que l'ont fait les tribunaux de la République parce qu'on se positionnait selon l'éthique et pas uniquement selon la faute. » Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième point que je veux aborder, j'ai encore 1 minute, le deuxième point que je veux aborder, c'est la notion justice et équité. En justice, normalement, on est tous passibles des mêmes sanctions pour les mêmes fautes. Je caricature un petit peu parce que ce n'est pas exactement comme ça que fonctionnent les magistrats, mais quand même. Bon, en justice maçonnique, on tient compte des compétences, on tient compte du positionnement de la personne. Alors, 2 exemples. Il y a des degrés. La démarche maçonnique est une démarche graduelle, hein, chaque rite ayant un nombre de degrés différents. Au rite écossais ancien accepté, le rite avec lequel travaille exclusivement la Grande Loge de France, c'est un rite en 33 degrés. Effectivement, on considère que quelqu'un qui a un parcours important, qui est arrivé dans des degrés assez élevés, est beaucoup plus responsable par rapport à une faute donnée que quelqu'un qui démarre dans la démarche maçonnique. Pareillement, quelqu'un qui a tenu des fonctions importantes, on a dit tout à l'heure, grand orateur, grand maître de la Grande Loge de France, eh bien, pour les mêmes faits, je suis beaucoup plus responsable que l'apprenti qui vient de rentrer depuis 4 mois dans l'obédience. Voilà. Et je mérite une condamnation ô combien plus sévère que cet apprenti avec lequel on doit avoir quand même un regard plus bienveillant par rapport à la faute commise. Donc cette notion est importante parce qu'elle différencie totalement la franc-maçonnerie des institutions de la République. Voilà, c'est les 2 points par lesquels je voulais commencer. J'en aurai d'autres, mais la discussion et l'échange me permettront de les développer. Merci Philippe. Et quand tu fais le lien entre la justice maçonnique et la justice, j'allais dire républicaine, hein, civile ou pénale, ça renvoie aussi à des faits d'actualité. Hein. Comment effectivement doit-on appliquer dans des associations, dans des partis politiques, dans des entreprises les mêmes règles juridiques que dans les tribunaux ou non?
Et c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose, puisqu'il y a une multiplicité d'instances disciplinaires dans énormément d'organisations et de personnes morales qui font qu'il y a percussion entre la justice, institution et la justice de cette déontologie de ces associations et entreprises. Je vais laisser la parole maintenant à Frédéric. Je t'en prie. Merci François. On pourra revenir sur ce débat tout à l'heure aussi, de savoir si la justice pénale de la République est aussi égale pour tous, parce qu'il y a quand même le principe d'individualisation des peines sur lequel on pourra revenir. Mais tel n'est pas l'objet de mon propos. Bonjour et bonsoir à tous et toutes. Moi, je souhaitais m'entretenir un petit peu avec vous de la justice, d'abord en tant qu'évidemment être dans l'humain, puisqu'on ne peut pas parler de justice sans faire référence à l'humain. C'est effectivement un équilibre dans les relations entre être humain qui est recherché. Et je voulais rappeler que cette notion d'équilibre, elle est au cœur de la justice. Et au Moyen-Âge, d'ailleurs, on disait que la justice, c'est l'art du bon et de l'égal, du juste d'une certaine façon, et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de notre table ronde, je pense. François a déjà abordé le sens, les nombreux sens, la polysémie du mot justice, la justice comme institution, tu l'as dit, et puis la justice comme vertu, d'une certaine façon. Moi, je voulais parler un petit peu dans un premier temps de la justice comme institution et de montrer combien elle est menacée aujourd'hui dans ses fondements les plus importants, les plus cardinaux, si je puis dire. Au regard de la France, d'abord menacée, vous le savez, parce qu'on en a beaucoup parlé, par son état exsangue. Exsangue parce qu'on nous dit qu'on n'a pas assez de juges. Vous avez peut-être vu cette tribune dans Le Monde de novembre 2021 où 3000 juges nous disaient on n'en peut plus, on ne peut pas travailler dans ces conditions, ça n'est pas digne du justiciable et ça n'est pas digne de notre justice. Donc cette difficulté, effectivement, avec des états généraux de la justice qui ont été enclenchés, vous savez, où on libère la parole, on fait des propositions, donc là, le temps qui va vous ouvrir là va certainement donner lieu à beaucoup de propositions suite au rapport qui a été publié en avril 2022 par ce comité des États généraux de la justice, et puis vous dire aussi que notre justice française, elle est très très mal classée sur le plan international. Tous les 2 ans, on a en effet un rapport de 2022 cette année de la CEPEJ, c'est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, et tous les 2 ans, cette CEPEJ examine, cette année c'était 44 pays, 44 États membres et des États observateurs, d'ailleurs dont le Maroc, et on se rend compte que la France, par exemple, est vraiment en queue de peloton pour le nombre de juges par 100 000 habitants, au milieu à peine en ce qui concerne le nombre d'euros dépensés par habitant pour la justice. On n'atteint même pas la médiane du Conseil de l'Europe. Donc nous, on a un peu de souci à se faire sur ce plan-là, même si notre justice, et ça je le souligne, est aujourd'hui absolument indépendante et que cette indépendance est garantie constitutionnellement. En effet, une des grandes difficultés qui se présentent aujourd'hui, c'est des justices aux ordres, des justices qui ne sont plus indépendantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, l'état de droit n'est plus respecté. Ça a commencé avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, c'est un phénomène mondial. Et je voulais vous prendre juste comme exemple la saga polonaise. Il y a eu beaucoup d'arrêts rendus par la Cour de justice à ce sujet pour vous montrer comment la justice est une instance centrale dans notre société démocratique et pour nous républicaines également. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait quand on est un parti extrêmement puissant qui évidemment a le Parlement, qui domine complètement le Parlement, eh bien, on va commencer à grignoter les fondements de la justice. Oh, c'est très simple, hein. Qu'a fait la Pologne depuis 2015 ? Elle refuse de nommer les juges constitutionnels élus par le Parlement précédent. Elle en nomme de nouveaux. Comme ça, elle forme la Cour constitutionnelle à sa main. Ensuite, elle dit, oui, mais là, il y a à la Cour suprême, il y a quand même des magistrats qui sont un peu critiques face à mes réformes. Ils se sont en plus exprimés dans les médias. Je vais baisser l'âge de départ à la retraite. Comme cela, eh bien voilà, le Parlement va adopter cette réforme et puis on va dire aux juges, au lieu de 70 ans, ça sera 65 ans. Et du coup, évidemment, l'inamovibilité des magistrats est complètement battue en brèche. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée une chambre disciplinaire pour sanctionner les magistrats qui, par hasard, porteraient une demande à la Cour de justice pour interpréter telle ou telle règle polonaise qui violerait le droit de l'Union. Et puis, on va aussi, bien sûr, mettre au sein du Conseil national de la magistrature, celui qui fait les promotions, les avancements, etc., des magistrats à la botte du pouvoir. Et ça arrive très très vite, vous savez, il ne faut pas se leurrer. Et c'est pour cela que je voulais, dans ce contexte-là, saluer l'intervention très courageuse de la Cour de justice qui a vraiment
mis en exergue un article du traité de l'Union européenne dont je voulais vous parler. Cet article, il fonde les valeurs de l'Union et il dit « L'Union européenne donc, est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, de respect des droits de l'homme. » Et cet article ajoute aussi que les autres valeurs sont pluralisme, non-discrimination, tolérance, justice, solidarité, égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que c'est un programme auquel la franc-maçonnerie pourrait complètement souscrire. C'est tout à fait nos valeurs, j'y reviendrai dans quelques instants. Tout ça pour vous dire que vraiment la menace est à nos portes, qu'il faut toujours garder la vigilance, j'y reviendrai tout à l'heure, et qu'avec la Cour de justice de l'Union à Luxembourg, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg intervient vivement parce que ces magistrats polonais, des magistrats hongrois également, l'ont saisi pour faire constater des violations du principe d'un tribunal indépendant et impartial qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, une vigilance nécessaire. Cette institution justice, donc on le voit, l'exercice de la fonction justice requiert une déontologie sans faille, c'est un terme qui a déjà été employé par mes frères, un détachement des intérêts, bien sûr, une égale distance aussi entre les parties. Il me semble que les francs-maçonnes et francs-maçons ont également des règles, des valeurs qui vont pouvoir s'inscrire dans ce terme de justice au sens large. Et je termine mon propos par un deuxième temps sur l'éthique maçonnique, justement, et le lien avec la justice. Il me semble qu'il y a un lien fort, évidemment, entre notre engagement maçonnique et la citoyenneté, les valeurs de la République, et quand je dis République, c'est également bien sûr cet état de droit, c'est-à-dire cette égalité, cette séparation des pouvoirs, etc. Il me semble aussi que l'éthique maçonnique, elle nous oblige chacune et chacun d'entre nous à prendre sa juste place, non seulement dans la loge, bien sûr, mais sur le forum, dans la société. François disait ethos, c'est la notion de comportement, de mode de vie, comment se comporte-t-on, et je crois que vraiment il nous faut, nous, francs-maçonnes et francs-maçons, respecter les valeurs que nous prônons, que nous diffusons chaque fois que nous ouvrons et fermons nos travaux, et surtout les incarner. Alors ces valeurs maçonniques, il y en a beaucoup que j'ai citées dans l'article 2 du traité de l'Union européenne, c'est-à-dire la liberté, la tolérance, bien sûr la justice, le respect de chacune et de chacun, la loyauté, l'honnêteté, et puis le courage, j'ai envie de dire l'engagement. Et puis surtout la valeur travail, puisque c'est ça, je crois, qui reconnaît un bon franc-maçon, c'est qu'il n'a pas peur du travail. En gros, pour conclure mon propos, peut-être trois caractéristiques qui me semblent absolument indispensables, et je rejoins un petit peu les propos d'Anne-Marie Frey pour conclure son intervention tout à l'heure. Il me semble qu'en ces temps troublés, en effet, chaque franc-maçonne et franc-maçon devrait faire preuve de vigilance, c'est indispensable, de lucidité et de courage. Vigilance, pourquoi ? Parce qu'à tout moment, les choses peuvent petit à petit être rognées, et puis notre État, notre démocratie et notre République tomber. Ça se passe, c'est pas comme disait un auteur, les démocraties ne meurent pas d'un grand cri, c'est par petits pouces, petits déclenchements comme ça, décalements, que les choses se passent. Et donc, je dirais qu'il nous faut, bien sûr, nous informer, faire savoir, s'opposer, bien sûr, par l'action aussi, agir donc afin de rassembler tous les êtres humains de bonne volonté, pour une cause commune qui me semble aujourd'hui, encore plus qu'hier, être celle d'une société juste, éclairée et solidaire. Merci. Merci Frédéric. Je vais passer la parole, on va passer la parole à Mathieu. Je vais trouver son... Voilà. Mathieu, tu as la parole. C'est bon. Merci. Bonsoir à tous et toutes, et puis merci pour l'invitation, parce que peut-être que dans l'imaginaire collectif, un avocat du Sud n'est peut-être pas le mieux placé pour parler d'éthique maçonnique. Mais je suis là et je suis très heureux d'être là. Écoutez, je serai peut-être plus bref dans ma présentation parce que je pense que c'est un sujet qui mérite de la discussion et de l'interaction. Ce sujet m'a posé problème parce que c'est avant tout un sujet de définition. Qu'est-ce qu'on entend par le mot justice ? Alors, dans l'intervention qui nous est donnée de faire aujourd'hui, l'acception a été cantonnée à la vision judiciaire, juridique de la justice. Il me semble que dans cette définition, deux notions s'affrontent, et encore plus actuellement, c'est le droit et l'équité.
Le droit et l'équité, c'est les deux choses qui président à la justice qui est rendue chaque jour et qui pour autant s'affrontent. Parce que le droit est censé être une notion objective et que l'équité par définition est une notion subjective. Et donc, dans plein de matières, l'équité rentre. Je fais du droit commercial, le droit commercial, les juges qui sont des juges consulaires, donc des juges non professionnels, mettent nécessairement de l'équité, ou en tout cas leur vision d'un dossier au service de la justice qui est rendue, et souvent, c'est une bonne chose. On peut parler aussi des prud'hommes, et puis surtout, on peut parler de la matière pénale, avec le principe qu'a rappelé Frédéric tout à l'heure, de la proportionnalité des peines, mais aussi de la personnalisation des peines, puisque les deux principes fondamentaux du droit pénal sont la proportionnalité et la personnalisation des peines. Mais l'équité est une notion dangereuse en droit parce qu'elle fait appel à la subjectivité, à de la morale, à des éléments qui n'ont pas normalement à rentrer en ligne de compte quand on rend la justice. Donc, pour moi, la justice est une notion qui repose sur l'application du droit et donc une notion un peu figée, un cadre, une fin finalement. Et alors, je me suis interrogé sur l'éthique. Et pour ça, je me suis documenté parce que finalement, on se pose peu la question des définitions. Et j'ai lu récemment un livre d'Axel Kahn qui définit l'éthique comme un mouvement dans lequel nous appliquons nos principes au service de ce qu'il appelle la bonne vie. Et la bonne vie, c'est quoi? C'est vivre bien, faire le bien, en tout cas avec son acception, sa vision des choses. C'est une notion de compliqué, mais c'est les principes qu'on met en œuvre pour ça. Eh bien, je me suis interrogé, puisque c'est dès lors un référentiel, et nous, notre référentiel, c'est la maçonnerie. Et on parle d'éthique, du coup, maçonnique. Et quel est notre référentiel? Ces principes maçonniques, eh bien, c'est que, à contrario de la justice qui repose sur le droit, et ce droit a évolué au fil du temps, notamment avec l'évolution du bloc de constitutionnalité. Alors, je ne suis pas un publiciste, je suis plutôt un privatiste, mais pour expliquer, on part de nos constitutions et on rajoute des droits et libertés fondamentales. Et avec l'évolution, on est passé des grandes libertés aux droits de, et maintenant c'est les droits à. C'est-à-dire la revendication incessante des droits individuels dans la société. Et donc l'éthique maçonnique, pour moi, elle repose sur le devoir. Et c'est là où il y a une vraie opposition, mais aussi, on y viendra peut-être tout à l'heure, une vraie complémentarité entre les deux notions, c'est que nous sommes des femmes et des hommes de devoir. Et l'éthique maçonnique, pour moi, c'est ça. Et c'est là où ça devient très intéressant, le sujet devient très intéressant parce que on va opposer les sujets de droit, et de plus en plus dans notre société, dans le droit individuel, aux sujets de devoir au sein d'une collectivité. Alors, par le travail personnel, ça, je pense, pour avoir assisté aux conférences précédentes, qu'on a assez insisté sur cette notion de travail individuel en maçonnerie, mais cette notion de devoir pour épanouir et le collectif, et à travers cette notion d'universalité et qu'on essaye de refléter surtout à l'extérieur de nos loges. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est cette opposition entre le sujet de droit et le sujet de devoir. Et en ça, j'avais dit que la justice était pour moi plus une fin qu'un moyen, et l'éthique maçonnique est pour moi plus un moyen qu'une fin. Voilà. Merci d'avoir respecté le timing impeccable. Avant de donner la parole, on va relancer un petit peu, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rebondir sur les uns et les autres. Moi, ce que je retiens, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je retiens que, c'est un peu ce qu'a dit Frédéric, c'est que l'éthique maçonnique serait quelque part un guide, une espèce de point de vigilance par rapport au respect d'un état de droit, avec les principes qui s'imposent d'égalité, de respect de la personne, etc.
Alors moi, la question que je vous pose à tous les trois, après vous y répondez peut-être comme que vous le souhaitez, c'est quelle peut être, effectivement, moi j'ai un peu répondu en reprenant ce que disait Frédéric, mais quelle que peut être la valeur ajoutée, ce qu'apporte en plus l'éthique maçonnique par rapport à une pratique, à la pratique judiciaire que vous avez, là en tant que professeur de droit, Philippe, quand tu as eu des responsabilités comme grand orateur, en tant qu'avocat, en quoi ça a pu changer votre engagement maçonnique, la prise en compte de cette éthique maçonnique a pu changer votre approche au droit et à la justice? Alors, je me lance. Je crois que la franc-maçonnerie est un chemin, on l'a entendu lors des conférences précédentes, un chemin où on se révèle à soi-même d'une certaine façon et on grandit. Et je trouve qu'on grandit d'abord en ouvrant, en écartant le champ de son compas, en percevant plus de choses, en se frottant à d'autres pierres, d'autres frères et sœurs qui forgent également notre libre examen, notre remise en cause, nos réflexions. Et puis je pense aussi que c'est une école de vigilance. C'est une école de vigilance et je crois aussi que la franc-maçonnerie est effectivement complètement ancrée dans la citoyenneté, je l'ai dit tout à l'heure, et du coup je pense que ça sublime encore ce rôle de citoyen, ça nous fait prendre très très au sérieux notre statut de citoyenne et citoyen, et donc ça nous impose, ça nous oblige, je crois que c'est ça, c'est le terme, tu as parlé de devoir, la franc-maçonnerie nous oblige d'une certaine façon, et que cette éthique maçonnique dont on a parlé, elle nous met vraiment encore plus gros, c'est-à-dire avec une loupe sous les yeux, quel doit être notre engagement profane. C'est comme ça que je répondrai à ta question. Moi, c'est très simple, j'ai arrêté le droit pénal. C'est pas vrai. Moi, la maçonnerie m'a apporté quelque chose de profond dans ce qu'elle est pour moi une école de la tolérance. Dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire que j'ai appris, j'ai progressé, j'espère, du moins je le pense, au contact de l'autre par la connaissance de l'autre et la tolérance. Et donc ça m'a servi dans ma pratique, qui est une pratique, j'ai une pratique juridique qui est la rédaction d'actes, mais j'ai aussi encore une pratique judiciaire. Et ça m'a servi dans ma pratique judiciaire à essayer d'avoir plus de recul face aux choses, face aux dossiers, face aux cas, et à essayer du coup d'y mettre plus c'est compliqué, mais plus d'objectivité. C'est-à-dire essayer de comprendre l'autre, c'est-à-dire celui qu'on défend, mais aussi l'autre. Parce que ce recul-là permet, en tout cas je le pense avec le temps, de mieux défendre les choses. Voilà. Et je crois que la maçonnerie m'a appris ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vérité figée, comme le judiciaire ou comme le contentieux le sous-tend, puisque par définition, on est censé défendre aveuglément parfois une cause, mais qu'il pouvait y avoir plusieurs vérités. Mais que cette acception des choses, cette compréhension des choses permettait de valoriser la défense. Voilà. Et ça, la maçonnerie m'a beaucoup servi pour ça. Et le contact de l'autre m'a beaucoup servi pour ça, pour apprendre ça. Voilà. Philippe, si tu veux. Oui, alors moi je vais avoir une position un petit peu tangente au sujet. Tout à l'heure, dans les conférences précédentes notamment, il est abordé le fait que la démarche maçonnique est une démarche individuelle qui s'effectue dans le collectif, les autres étant un petit peu des révélateurs, étant un petit peu des miroirs qui vont nous permettre de nous voir autrement, plutôt nous voir comme nous sommes vraiment. Voilà. Et de la même façon, et dans la continuité, je ne crois absolument pas, parce que ça répond à un certain nombre de questions qui étaient posées tout à l'heure, à la vertu du positionnement des institutions, des obédiences par rapport à des grands sujets. Ça ne fonctionne pas. C'est des belles déclarations, ça fait plaisir à tout le monde, ils ont bien fait de donner leur avis là-dessus, mais ça ne sert à rien. En revanche, je pense que les positionnements individuels de chaque maçonne et de chaque maçon vont être d'une importance capitale. Positionnement individuel dans nos cercles d'influence. Le mot aussi a été prononcé tout à l'heure, notre famille, nos amis, nos collègues de travail, et puis toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Et avant de parler d'évolution de la justice, d'une perception plus claire, parlons plutôt d'une évolution des comportements et de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience
autour de nous, au niveau de toutes les personnes que l'on va être à même de rencontrer, sur une façon de se comporter et qui soit plus en harmonie avec le bon vivre ensemble. Voilà. J'aime prendre, et je l'ai fait d'ailleurs une fois lorsque tous les grands maîtres et grandes maîtresses des principales obédiences ont été interviewés à l'Assemblée nationale. J'avais, un petit peu pour réveiller les personnes qui écoutaient, dit que je souhaitais que le fait religieux soit enseigné dans l'école de la République. Alors ça avait bien marché, ça réveille tout de suite tout le monde, parce qu'il y a parfois une confusion entre la religion, le fait religieux, etc. Alors j'avais pris pour cela 2 exemples. Le premier exemple, je croisais dans la rue un jeune garçon, un adolescent de confession musulmane et d'origine maghrébine. Et je lui posais seulement la question, ce qu'il connaissait des personnes telles que Inrabi, Averroès, Avicenne, etc. Et il y avait des grosses probabilités que ce garçon reste un petit peu dans un grand moment de solitude. Et puis, je m'imaginais qu'on ait pu lui apporter l'enseignement de ce que ces hommes ont pu faire dans l'histoire de l'humanité. Et notamment Averroès, dans cette Andalousie où il a fait en sorte que les communautés chrétiennes, juives, musulmanes puissent cohabiter ensemble, effectivement pour un fonctionnement économique, mais un fonctionnement de compréhension les uns des autres, d'adaptation les uns aux autres, parce qu'ils se connaissaient mieux, le vivre ensemble avant que le mot soit la mode, tout simplement. Je me disais ensuite que la proposition se présentera à lui telle que, est-ce que j'ai envie de ressembler à ces hommes, de m'inscrire à mon niveau, bien entendu, modestement, mais dans leur continuité, être un modèle, être un luminaire, ou est-ce que je me laisse tenter par d'autres types de propositions qui m'amèneraient à gagner beaucoup d'argent rapidement et de façon inégale, en vivant comme un homme qui n'est plus un homme d'honneur, respecté par la communauté entière, l'humanité tout simplement. Le choix aurait été présent, alors qu'aujourd'hui il ne l'est pas. Pareillement, mon deuxième exemple, c'est de rencontrer le même adolescent, bon petit français, élevé dans les principes des 20 siècles qui nous ont précédés dans l'Hexagone. Et je lui aurais posé la même question, et là ça aurait été encore pire, elle n'a aucune idée de la connaissance de ces personnes. Alors, si l'école nous permettait de mieux nous connaître à travers nos origines, nos traditions, nos usages, voire nos religions, tout simplement, ça permettrait d'échanger, de dialoguer et de construire ensemble, tout simplement. Et les problèmes de justice dont on parle sans arrêt seraient en partie, trouveraient un début de solution par des comportements qui seraient beaucoup plus adaptés. On est actuellement dans une société où la bien-pensance nous dit de ne pas prendre de position, même si le mot n'était pas adapté tout à l'heure, radicale. Et face à ça, on a des gens qui condamnent et qui donnent des positionnements où il faudrait sanctionner à tout va et à tout prix. Voilà. Il y a peut-être d'autres chemins à employer par des prises de conscience avec beaucoup de rigueur, avec une volonté réelle, non pas de laisser des choix, mais donner des possibilités aux gens de s'instruire et de faire leur choix ensuite, tout simplement. Merci. Nos intervenants sont extrêmement respectueux du timing. Et il est peut-être temps maintenant de donner la parole à la salle. Par contre, je cherche... Ah ben voilà notre ami. Donc merci de lever la main, de laisser la main levée pour ceux qui veulent poser des questions. Et puis vous aurez le micro. Alors, qui a une question ? Est-ce qu'en attendant, François, je peux revenir sur un propos de Philippe, où je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que chacun et chacune d'entre nous est le premier moteur, effectivement, de la réalisation de cette éthique maçonnique. Mais je serais un peu moins pessimiste que toi sur la position des obédiences. Moi, je trouve que symboliquement, parfois c'est fort, effectivement, que des obédiences, notamment, se réunissent, par exemple dans un communiqué commun, témoignent d'une unité de vision sur telle ou telle question, manifestent des inquiétudes ou effectivement une opposition à telle ou telle chose qui se soit produite. Je crois que symboliquement, c'est important et que l'individuel que chacun d'entre nous réalise n'exclut pas pour autant le collectif dans cette prise de parole qui, me semble-t-il, peut quand même, en tout cas, laisser quelques traces, même si elle n'est pas immédiatement opérative, c'est sûr. Il est certain que, et ça on en fait tous le constat, et c'est galvaudé, qu'on a une justice qui fonctionne mal et qui est un peu à bout de souffle.
elle est à bout de souffle pour différentes raisons. Vous avez évoqué le manque de moyens, mais il y a aussi une appétence de plus en plus forte dans une société où règne l'individualisme, le manque de communication, l'absence totale de discussion parfois et de médiation, une appétence de plus en plus forte pour le contentieux et parfois pour le contentieux un peu, je veux dire, entre guillemets, ridicule. Des choses qui pourraient très bien se régler différemment, justement, si on y mettait un peu des principes. Tout à l'heure, on a contesté le mot de valeur, mais je vais en parler aussi, de valeur aussi. En ça, l'éthique maçonnique peut servir. C'est-à-dire que quand on parle d'éthique maçonnique, quand on parle de principes qui guident nos actions, de grands principes, qui ont d'ailleurs dicté, pour certains, l'établissement du droit. Parce que certaines grandes règles aujourd'hui qu'on trouve dans le Code civil ou que l'on peut trouver ailleurs, c'est juste la traduction de principes. Sur le contrat, la force du contrat, c'est simplement le respect de la parole donnée. L'origine de ça. Et donc, si on y mettait un peu plus ces principes-là, peut-être que déjà, on désengorgerait un peu les tribunaux, parce que certaines affaires n'y ont pas leur place. Donc, si je dois faire un lien entre cette question d'une justice un peu à bout de souffle, à bout de moyens, qui est engorgée par des petits litiges, bien, si je dois faire un lien avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ben je parlerai de ça. C'est-à-dire que si effectivement nos valeurs, nos principes s'appliquaient de façon plus universelle, plus générale, peut-être que certaines choses, certaines chamailleries échapperaient au contrôle juridictionnel et aux juridictions. Peut-être. Et puis peut-être aussi ajouter que malheureusement, la justice, comme beaucoup d'autres domaines, sont victimes de cette complexification terrible de la société. Le droit, il n'y a jamais eu autant de réformes de procédure civile, il y en a une tous les 3 ou 4 mois à peu près. Procédure pénale, ça n'arrête pas. La dernière loi, c'est la loi sur pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le titre déjà est parlant, vous voyez. Et donc du coup, évidemment, nos pauvres juges, il faut qu'ils suivent, qu'ils se mettent à jour. Les avocats, c'est pareil. Les parties n'y comprennent plus rien. Ça devient très compliqué. Et je crois mais ça, c'est pas propre à la France. Et je crois que simplifier, il faut faire attention aussi, parce que si on dit on simplifie la justice, ça va être quoi ? Écoutez, allez faire une petite médiation avant, et c'est obligatoire, et vous viendrez nous voir que si ça a échoué, ou ça sera, il n'y a plus d'appel, ou il n'y a plus de voie de recours, vous savez, parce que ça sera plus court et ça sera plus simple. Il faut se méfier aussi des simplifications excessives, j'ai envie de dire. Moi, je crois qu'on est à bout de souffle parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il fallait au moment où il le fallait, et puis on n'a peut-être pas fait de grandes réformes globales pensées de A à Z. On fait du bricolage. Et le bricolage, au bout d'un moment, c'est comme le Lego, ça s'écroule. Vous savez, les petits jeux Capla ou je ne sais pas quoi, ça s'écroule à un moment. On en est à cette phase-là, mais on peut reconstruire, dirait un franc-maçon ou une franc-maçonne. Je peux dire un mot. Oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi et comment la franc-maçonnerie pourrait contribuer à un meilleur fonctionnement de la justice. Bon, si on se reporte un petit peu dans les siècles précédents, ça n'a jamais été les obédiences en tant que telles qui se sont positionnées sur tel ou tel sujet. La réflexion a été menée dans les loges, dans des commissions obédientielles, certes, mais ensuite ont été évidemment portées devant les assemblées, sur les fonds baptismaux des 2 assemblées, par des politiques qui étaient maçons ou qui ne l'étaient pas. Quand ils n'y étaient pas, ils s'appuyaient sur des travaux qui avaient été menés dans des obédiences, des questions à l'étude des loges, où quelques dizaines de milliers de sœurs ou de frères avaient, pendant quelques années, réfléchi. Voilà, tout simplement. Et je pense effectivement que la maçonnerie a toujours un rôle à jouer de cette manière, mais contrairement à notre sœur, je pense que les déclarations interobédientielles faites sur tel ou tel sujet, elles sont surtout là pour faire plaisir et rassurer les membres de la franc-maçonnerie, les sœurs et les frères, mais que ça n'est pas suivi réellement d'effet dans le fonctionnement de nos sociétés. En revanche, un travail approfondi, discret, dans le couvert des loges, on va dire, pour ne pas dire dans l'ombre des loges, mais qui ensuite pourrait être porté par des hommes qui sont en position de le faire, des hommes ou des femmes, bien sûr, qui sont élus de la République, tels que, par exemple, Madame Veil a porté la loi sur l'avortement. Des travaux avaient été menés
notamment la Grande Loge de France, car nous avions à l'époque un grand maître exceptionnel qui était Pierre Simon, le grand gynécologue que vous connaissez, qui avait d'abord ramené les techniques d'accouchement sans douleur du RSS, puis qui avait fait travailler les loges de la Grande Loge de France. Quand je le soulevais lors de mon mandat et qu'on me disait c'est pas possible, dans un gros bouquin qu'on éditait, j'ai refait le facsimilé justement du compte-rendu des loges de la Grande Loge de France, un projet sur le planning familial, prohibition ou direction éclairée, voilà. Et c'est ensuite des députés de la République, dans le premier cas, un frère du Grand Orient de France, député de la République du département de la Loire, qui a porté le projet devant les assemblées. Dans le deuxième cas, pour les lois sur l'avortement, Madame Veil, qui n'était absolument pas dans la franc-maçonnerie, mais qui était proche du couple de Pierre Simon, ils travaillaient beaucoup ensemble, elle a porté enfin ce projet, et pas dans la facilité, pour rien vous cacher. Pierre Simon, que j'ai connu, m'avait dit en son temps, tu sais, il ne faut jamais avoir peur des oppositions. Moi, j'avais le grand chelem contre moi. J'avais tous les partis politiques, j'avais toutes les religions, j'avais tous les syndicats. Voilà. Et c'était d'ailleurs ce qui m'avait stimulé, m'avait-il dit, pour aller plus loin dans mon projet, parce qu'il était fondé pour libérer la femme et pour prendre en compte les drames et les difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Voilà. Il est allé au bout. Petit à petit, effectivement, toutes ces organisations se sont plus ou moins raccrochées à lui. Et puis, in fine, les assemblées ont voté favorablement, ce qui n'a pas été chose simple pour autant. Voilà. Ce qui est important, c'est que lorsque la franc-maçonnerie va générer un projet fort tel que celui-ci, et qui demain pourrait toucher par exemple la réorganisation de la justice, il faut qu'elle le fasse avec grande prudence, et à mon avis, sans trop se mettre en avant, parce que ça serait plutôt de nature à plomber le projet qu'à le porter. On peut toujours... Moi, ce qui m'avait plu dans la maçonnerie, puisqu'on a tout à l'heure parlé de nos expériences personnelles quand je suis rentré, c'était ce côté chevalerie. Travailler à l'ombre des loges, sans jamais se mettre en avant et sans jamais être identifié. Juste savoir que l'on a participé à quelque chose de louable pour l'évolution de nos sociétés. C'est formidable quand même ça. Dans une époque où tout le monde veut se mettre en avant, où tout le monde veut être le premier, tout le monde veut marcher sur le pied des autres pour avancer plus vite, savoir qu'on a travaillé à l'essentiel et que personne ne le saura. C'est quelque chose de formidable. Je pense que la franc-maçonnerie, dans ce domaine, a encore une carte à jouer. Autre question ? Vous avez parlé juste avant du principe d'éthique et que finalement, un contentieux, on pourrait réussir à le régler à l'amiable sans passer par des juridictions compétentes pour agir sur un préjudice. Je pense que pour éviter justement cette situation-là, peut-être que il faudrait qu'on puisse avoir une éthique, comme vous l'avez expliqué, du vivre ensemble, c'est-à-dire une question de code qui permette également un langage commun. Peut-être que on peut réussir à passer par de l'éthique, c'est-à-dire sans passer par une juridiction compétente, lorsqu'on peut réussir à régler des soucis sans passer par la loi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, il y a une inflation de lois. Il y a sans cesse des lois qui sont votées par les parlements et le système judiciaire est contraint de faire avec les nouvelles lois qui sont adoptées. Donc moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que finalement, on arrive dans une société où il y a de plus en plus, du moins c'est mon impression, de plus en plus de violence, de plus en plus de questions par rapport à l'éthique qui sont apportées, et que les solutions qu'on donne se trouvent dans la loi. Donc c'est-à-dire qu'on cherche à encadrer finalement les dérives qui pourraient exister dans l'espace public en y ajoutant des droits, en y ajoutant des lois. C'est-à-dire que l'action politique qu'on apporte, elle s'exprime dans le fait de voter des lois qui sont parfois qui ne sont pas appliquées, ou lois qui peuvent être contrecarrées par d'autres lois, ce qui fait que ça peut également amener à l'immobilisme. C'est-à-dire que l'action de réaliser une loi peut permettre également de rester dans l'inaction. Donc je m'interroge également sur la matrice que vous abordiez juste avant. Est-ce qu'il est essentiel de vouloir faire voter des lois ? Est-ce qu'il est essentiel de parler finalement de justice, dans le sens où est-ce que cette dénomination-là fonctionne ? Est-ce que la justice, moi je la pose essentiellement aussi avec la notion de condamnation. Et est-ce qu'on condamne également les peines ? Parce que la justice, pour être juste, il faut que la peine soit exemplaire par rapport au délit ou au crime qui a été commis. Donc je pense qu'il y a également le terme
de sanctions qui pourraient être apportées, adossées à ce sujet. Et l'éthique, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez très bien dit, ne s'exprime pas, dans des écrits. C'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on partage. Voilà, c'est un vivre ensemble, c'est du commun. Quelques mots pour dire qu'effectivement, l'éthique, moi je la vois un petit peu comme une ossature, effectivement, qui va nous guider, qui va permettre de bouger, de guider notre comportement. Ça serait quelque chose comme ça. Peut-être juste quelques remarques sur ce que vous disiez, et on parlait tout à l'heure de la complexité, c'est-à-dire que finalement, à force d'avoir trop... On croyait au mythe de la loi en France. Ce mythe, il s'effondre parce qu'on se rend bien compte que quand il y en a trop, c'est comme s'il n'y en avait pas, d'une certaine façon. Et puis, en plus, la loi purement française, elle peut être en contradiction avec ce que dit une norme internationale, la Convention européenne des droits de l'homme ou autre. Donc, ça devient très complexe. On est dans un monde vraiment où on a des strates comme ça de législation qui doivent arriver à être en harmonie, et c'est pas simple. Et je crois en effet que pour mieux légiférer, il faut peu légiférer. Sauf que dans ce monde-là, vous vous souvenez, pendant une époque, un président disait « Mon Dieu, il y a eu tel crime, on va faire une loi. On va punir tel comportement. » C'est pas ça le droit. Le droit, c'est pas ça. C'est réfléchir et tenir la plume d'une main tremblante avant d'écrire quoi que ce soit. Et je pense que c'est une fuite dans la législation qui est délétère. Puisque, comme vous l'avez dit aussi, quand il y en a trop, on ne peut pas les appliquer. Et il me semble qu'il y a eu il y a quelques années un rapport du Conseil d'État qui a dit comment essayer de faire plus clair et moins de lois pour qu'on ne soit pas complètement sous une vague, un flot immaîtrisable. Mais je crois que ça, c'est un défi qui demeure à relever. Oui, Frédéric, je crois que c'est Montesquieu qui disait « Quand il faut changer la loi, il faut le faire avec une main tremblante ». Exactement. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Pour revenir à la première, c'est l'inflation législative. Elle est terrible. Elle est terrible parce que elle contrevient à un principe qui n'est pas reconnu encore en France, mais qui s'applique dans certaines matières au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est la sécurité juridique. Et aujourd'hui, je crois que plus personne, y compris chez les praticiens, y compris peut-être chez les magistrats, ça aurait été intéressant d'en parler avec un magistrat, mais plus personne ne peut dire qu'il sait le droit. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Et donc, là où on devrait évoluer dans un état de droit, dans un état de sécurité juridique, on évolue en permanence dans quelque chose qui devient très aléatoire. Et aujourd'hui, le recours à la justice, le recours au droit, le recours au juge est devenu très aléatoire. Donc, ça encourage, comme vous l'avez dit, peut-être d'autres processus qui sont les voies alternatives à la justice, dont, vous avez parlé de la médiation, mais il y en a d'autres, mais en tout cas, le dialogue précontentieux. Parce que justement, peut-être qu'il n'y a que cette voie qui permet, on revient sur la notion de responsabilité, sur la notion de devoir, que j'évoquais tout à l'heure en introduction de mes propos, peut-être que c'est le seul garant, finalement, d'une voie plus, je m'aventure sur la notion, plus juste. Donc ça, c'est effectivement un point terrible que cette inflation législative qui nous entoure d'une ambiance très insécuritaire au point de vue juridique. Puis tout à l'heure, vous avez parlé des sanctions, des condamnations. Et ça, c'est un lien direct avec ce que je disais tout à l'heure sur le problème du droit et de l'équité. C'est-à-dire comment je juge. Il y a quelque chose de très intéressant que Philippe un sujet très intéressant que Philippe a lancé tout à l'heure sur le parallélisme entre la justice et la justice maçonnique. C'est un vrai sujet, ça. On est dans des obédiences qui sont différentes, on a tous des fonctionnements qui sont différents, mais c'est un sujet qui est très compliqué parce que on juge par rapport à un droit, par rapport à des normes, et puis en maçonnerie, on a d'autres référentiels qui sont nos valeurs, qui sont nos principes et qui fondent du coup cette éthique. Et parfois, ça s'entrechoque. Parfois,
Par exemple, quelqu'un qui fait l'objet, je cite un exemple, quelqu'un qui est mis en examen, qui a donc le droit à la présomption d'innocence. Si c'est une affaire qui est médiatisée, que faisons-nous d'un point de vue maçonnique s'il s'agit d'un frère ou d'une sœur? Ça peut créer un trouble au sein de l'obédience, mais quelque part, il a le droit ou elle a le droit à la présomption d'innocence. C'est une vraie problématique. Et donc, ce sujet-là, je le raccorde au problème de la subjectivité et donc de la notion d'équité. Et le juge, il a un pouvoir énorme. C'est qu'à travers le droit qu'il rend, à travers la justice qu'il rend, il pèse sur la société. Il influe. Vous avez tous constaté que une certaine délinquance qui n'était pas punie il y a encore quelques années, je parle beaucoup de ce qui se faisait en politique, hein, des infractions qui étaient commises en politique n'étaient pas ou très peu sanctionnées. Et puis aujourd'hui, on a l'impression d'être passé dans un autre extrême qui, du coup, fait que le politique a plus du tout envie de prendre de responsabilité parce qu'il sait que sa responsabilité peut être engagée à n'importe quel coin de rue. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je disais qu'il fallait être très vigilant sur la notion de droit en termes de justice et évacuer à tout prix toute cette notion d'équité, de subjectivité, de juger par rapport à ce que l'on est, à notre référentiel de principe, mais juste par rapport au droit. Et c'est là où les principes de personnalisation et de proportionnalité des peines en droit pénal doivent intervenir. Voilà. Mais c'est évidemment un sujet éminemment intéressant. On pourrait y consacrer des heures et des heures, parce que là, il y a une réforme à faire de simplification du droit, des choses, et revenir à un référentiel beaucoup plus clair. Alors je sais qu'il y a des lois qui sont dans les tuyaux sur la simplification, mais en général, suivant comment c'est mené, ça complexifie plus qu'autre chose, parce que chacun essaye d'y laisser son empreinte. C'est un peu comme dans nos rituels parfois. Comment, en tant que maçon ou maçonne, dans le cadre de nos exercices, on peut objectivement maintenir cette éthique maçonnique qu'on travaille dans nos loges, qu'on travaille dans nos tenues, dans nos parcours. Alors j'ai entendu tout à l'heure qu'effectivement, au fil du temps, on se bonifie, au fil du temps, on devient sage, disons un petit peu plus. Mais néanmoins, il est vrai que quand même dans le cadre de nos exercices, et je parle peut-être un peu plus des avocats judiciaires, dans le cadre de nos activités, on a quand même un petit problème globalement d'application au concret de cette étude maçonnique sur laquelle on travaille, mais objectivement dans le cadre de nos exercices respectifs. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée sur ce point-là en particulier. Et puis pour prolonger ce qui a été dit jusqu'à tout à l'heure, qu'effectivement on a un gros problème de droit, et le droit tue le droit, trop de droit tue le droit, ça on est bien d'accord là-dessus, pour ceux qui sont juristes parmi nous, et je pense que c'est pas tellement les sujets de droit qui vont tomber, qui vont améliorer les choses, c'est peut-être une amélioration de la justice. Commençons à donner à la justice et aux magistrats des outils pour qu'ils travaillent correctement. Oui, j'y vois moi quelque part une question. C'est-à-dire dans l'exercice quotidien du métier d'avocat, comment j'applique les vertus maçonniques et l'éthique maçonnique. J'y ai répondu un peu tout à l'heure, mais je peux revenir sur ce point. Je citais tout à l'heure le livre d'Axel Kahn, L'éthique est une boussole. Et dans ce livre, il parle de la dernière phrase que lui a dite son père, qui est « Sois raisonnable et humain ». Je pense que ça s'applique à nous. Donc effectivement, vous parlez dans la pratique judiciaire de surjouer, de défendre son dossier, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'y vois, c'est dans l'accompagnement du client, l'accompagnement du justiciable, l'aide qu'on lui apporte, qui est une aide technique, mais qui est parfois une aide humaine, de compréhension. Alors peut-être que plus dans le pénal que dans d'autres matières. Effectivement, dans les affaires commerciales, c'est difficile d'apporter une aide humaine à des entreprises qu'on défend, mais en matière pénale, c'est comprendre, s'imprégner, accompagner
J'ai une associée qui fait exactement plus du droit de la famille et du droit pénal. Bien elle y met peut-être un peu plus de cœur que le simple exercice le voudrait. Mais encore une fois, c'est une valeur, c'est une réflexion subjective. Mais voilà, c'est ça. L'éthique maçonnique, les valeurs qu'on défend, les valeurs qu'on prône dans la loge, mais qu'on essaye de véhiculer hors de la loge, parce que c'est ça qui est important, c'est ce caractère universel, c'est faire un peu plus pour l'autre. Et je crois qu'en ça, c'est pas incompatible. Je crois qu'on peut être un avocat, faire son métier, parfois surjouer, parfois trop surjouer, et pour autant pratiquer avec ses valeurs au quotidien. Voilà. Une première chose, on est passé insensiblement aujourd'hui dans les différentes tables rondes de ce qui ont été, je dirais, les éléments constitutifs de la proto-histoire de la maçonnerie, qui étaient la sécurité, la bienfaisance pour se retrouver, à ce que Mathieu nous a dit à la fin, finalement, ce qui peut être son but ultime, quelles que soient nos obédiences, quels que soient nos rites, parce qu'on ouvre les choses de façon peut-être différente, les fenêtres s'ouvrent d'une certaine manière ou d'une autre, à justice et équité. Mais qui peut être, je dirais, le but ultime de notre travail maçonnique, mais pas, comme Mathieu a dit, la problématique de la justice profane. En Italie, quand on parle ce langage de rencontre, on ne peut pas parler de la même manière qu'en France. Quand on va en Turquie, on ne peut pas parler de la même manière qu'en France. Alors, ce que je voudrais savoir de votre part, est-ce que les échanges que nous avons là sont franco-français, ou est-ce que les échanges que nous avons là, au niveau des valeurs que nous défendons et que je vous entends défendre, sont plus forts que les systèmes sociaux et politiques dans lesquels on se trouve et les systèmes judiciaires? Je pense que les questions que nous abordons aujourd'hui, je ne connais pas le monde entier, mais se posent dans de nombreux pays d'Europe, bien sûr, dans de nombreux pays d'Europe. Je crois aussi que le constat qu'on a fait de tous ces constats-là de complexification de la société, donc de la justice, donc tous ces mécanismes sociaux est fait dans beaucoup d'États de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne. Je me limite à l'Europe pour l'instant. Je crois aussi que cette volonté de, on va dire, peut-être de revaloriser le travail de justice. Je pense à nos magistrats qui sont épuisés, qui ont le sentiment qu'ils doivent faire du rendement et non plus rendre la justice. Ils rendent des arrêts ou des jugements, ils ne rendent plus la justice. C'est quand même fou de devoir faire cette distinction. Je crois que ça existe aussi. Moi, je vais souvent en Allemagne, et en Allemagne, ils ont cette même difficulté. Ils ont beaucoup plus de magistrats que nous. Ils ont néanmoins ils disent, des dossiers beaucoup moins qu'avant, mais plus compliqués, avec peut-être aussi des conflits sociaux qui apparaissent, parce qu'il faut bien comprendre que cette justice, je dirais, la justice qui est la nôtre, c'est pas uniquement une justice qui applique le droit comme ça, A égale B ou je ne sais quoi, c'est aussi une justice de protection, c'est une justice qui est appelée dans les situations de tension sociale comme on en connaît. Donc du coup, ça, dans chaque État à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se cristallise, je crois, et qui fait poser la question de façon plus générale de la place du juge et de la justice dans une société. Tout à l'heure, Mathieu disait, oui, c'est l'idéal, et c'était vous qui posiez la question, pourquoi est-ce que finalement on ne recourrait pas à ce qu'on appelle des modes amiables? C'est fantastique les modes amiables si on arrive à se parler. Mais parfois on n'arrive pas à se parler. On a besoin de ce tiers neutre qui va nous aider, etc. Mais parfois, on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, il faut faire appel à cette figure un peu tutélaire qu'est le juge. Sauf que le juge, il a tellement de casquettes. C'est le juge de la protection, la tutelle, des choses comme ça. C'est le juge de la sanction. C'est le juge qui règle différents conflits commerciaux. Et du coup, partout se trouve cette complexité. Et partout, enfin en tout cas de ce que j'ai pu lire, se trouve l'interrogation profonde de c'est quoi la justice et quelle est la fin poursuivie, d'une certaine façon. Mathieu, tu veux rebondir? Oui. Quelques secondes sur la question que Michel posait. Sur les principes, ils sont universels. Donc, ils s'appliquent dans tout système de droit et dans tout système judiciaire. Les principes qu'on applique en maçonnerie, les principes qu'on s'applique, sont des principes qui sont universels.
Donc quand je parlais tout à l'heure d'humanité dans l'exercice du métier, je pense que ça, on peut parler de transversalité, d'universalité là-dedans. Pour en revenir plus particulièrement à la justice et à la façon dont elle est rendue, je ne suis pas spécialiste du droit comparé, mais il m'est arrivé de plaider dans d'autres pays, et notamment en Allemagne, et j'ai beaucoup apprécié les systèmes où il n'y a pas d'audience solennelle, où on est assis dans le bureau du juge et on échange. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on administre bien la justice. On est dans une justice, nous, en France, qui ne donne plus accès aux juges. On est dans des process qui sont uniquement dématérialisés, le RPVA, où on transmet tout par voie dématérialisée. On ne plaide quasiment plus, notamment devant les cours d'appel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller au nouveau TGI de Paris, où les salles maintenant sont en accès avec des digicodes, où vous avez un digicode pour entrer à votre audience, où les audiences, du coup, ne sont pratiquement même plus publiques. Et donc, vous n'avez plus accès au juge. Et je pense que cet espace qui se creuse sans arrêt entre le juge, l'avocat et le justiciable dégrade à vitesse grand V la justice qui est rendue. Et donc, je crois énormément à la justice interactive, c'est-à-dire au fait de s'asseoir autour d'une table avec des avocats, avec le justiciable, avec le magistrat, et d'aller au fond des choses et de comprendre. Parce que c'est en comprenant souvent les faits, par opposition au droit, qu'on arrive à rendre le droit. Et donc, s'il devait y avoir une réforme à mener, je pense que c'est celle-là. C'est-à-dire de revenir sur ce principe d'audience solennelle qui en sont quasiment plus, puisque vous n'avez plus accès au juge, pour venir à l'interactivité dans la compréhension du contentieux. Voilà. Merci.